Je pense qu'on a tous compris qui sera le cinquième membre de l'équipe de Roman Reigns lors des Wargames, et ça va pas faire plaisir à tout le monde. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 15 novembre 2024. Mais avant de commencer, je vous rappelle deux choses. Premièrement, mettez-moi un maximum de pouces vers le haut, j'en demande un minimum de 100. Deuxièmement, on se retrouve en live aujourd'hui et vous l'avez vu lors des précédentes semaines, maintenant on se retrouve en live que sur Twitch. Et oui, je ne peux pas live sur YouTube, si je mets des images de la WWE, je vais me faire bloquer et bannir par YouTube, donc c'est pas vraiment ce que j'ai envie. Donc rejoignez-moi directement sur Twitch, c'est le seul moyen de voir les lives aujourd'hui. On est plus de 200 maintenant, eh bien abonnez-vous un maximum. Et le show bleu va s'ouvrir avec le champion de la WWE, Cody Rhodes. Il va demander à Kevin Owens de le rejoindre sur le ring. Mais c'est finalement le général manager de SmackDown, Nick Aldis, qui va le rejoindre. Il dit qu'il le comprend, car tout le monde est sur les nerfs en ce moment avec ce que KO a fait à Randy Orton la semaine dernière. Owens a en effet porté un piledriver à Orton et il y a une bonne raison pour laquelle cette prise est interdite. Mais le problème est le suivant, tant que la situation n'est pas réglée, il ne peut pas faire venir Kevin Owens. Cody dit qu'il n'est pas certain que KO entendra ce message, il veut régler lui-même la situation. Nick Aldis lui répond que la situation doit être réglée en interne pour que Kevin Owens puisse venir. Cody va alors hausser le ton. Il ne comprend pas ce mot en interne. Il sait qu'il doit être objectif, mais il sait aussi qu'il y a derrière ce costume de General Manager un ancien catcheur. Et il est toujours un catcheur. Et il est aussi un homme bien. Alors il va demander à Nick Aldis de se mettre à sa place une seule seconde, de s'imaginer qu'il ait eu à partir avec lui, Randy Orton, en ambulance. Imaginez qu'il a dû appeler sa femme, ses proches, pour leur dire qu'il ne savait pas si son cou était cassé ou non. Imaginez qu'il a eu à répondre à la question « Pourquoi ?» Kevin Owens est en train de faire croire à tout le monde que Cody Rhodes est responsable de cette situation. À WrestleMania 40, le sommet de sa carrière, ce soir-là, Orton l'a pris sur ses épaules et lui a dit qu'il était fier de lui. Un moment que Cody n'oubliera jamais, car Orton compte énormément pour lui. Mais ce dernier se retrouve désormais blessé, sa carrière et sa vie sont mises en danger. Et tout cela serait à cause de lui. Le champion va finalement terminer sa promo en prévenant le général manager de SmackDown, en lui disant que si Nick Aldis attendait encore et encore, Cody Rhodes, lui, n'allait pas attendre bien longtemps. C'était une excellente promo de la part de Cody Rhodes et de Nick Aldis, et pourtant c'était pas évident parce que dans un premier temps, on va avoir des gros chants What pour Nick Aldis, et on n'en peut toujours plus vraiment en 2024 d'entendre ces chants What en plus sur des bonnes promos sur un bon général manager qui est Nick Aldis, c'est insupportable. De l'autre côté, Cody Rhodes joue très bien son rôle, évidemment ça nous touche lorsqu'il parle de son histoire avec Randy Orton, lorsqu'il parle de sa relation avec lui, moi ça me touche particulièrement, et on sent qu'il y a un truc que Nick Aldis ne veut pas dire. On sent qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas réellement arranger cette situation. On a vu il y a quelques semaines un Triple H parler à Randy Orton. Est-ce que ce serait pas encore Triple H qui protège Kevin Owens à nouveau? Ça c'est une bonne question, on a cette impression, parce que Nick Aldis ne peut pas en dire plus, Nick Aldis ne va pas très loin, dit qu'il faut gérer cette situation en interne, mais j'ai l'impression qu'on va bien aller sur un Triple H qui, encore une fois, protège KO. Affaire à suivre. Bayley fait face à B-Fab et Candice LeRae, un match pour déterminer qui avancera au prochain tour du tournoi pour le titre US féminin, un match de 6-7 minutes et le match était plutôt bon. L'attraction de ce combat, entre guillemets, la mini attraction si vous voulez, c'est le fait que B-Fab soit en action, le fait que B-Fab soit dans un match de catch tout court. C'est plutôt marrant parce qu'en plus on en parlait il y a quelques semaines en live de B-Fab qui ne servait pas à grand chose malheureusement dans ce clan avec les Street Profits, et là elle fait une belle performance, j'ai beaucoup apprécié. Dites-le moi en commentaire ce que vous en avez pensé de la performance de B-Fab lors de ce combat. Mais pour quelqu'un qui ne combat quasiment jamais, qui n'a eu que 1 ou 2 matchs sur les derniers mois voire dernières années, eh bien j'ai trouvé que sa performance était très honnête. En plus de cela, elle a un gabarit totalement différent de Candice LeRae et de Bayley, c'est-à-dire qu'elle est bien plus grande, bien plus costaud, et on va se servir de ça. Elle va apporter de gros coups de la corde à linge, elle va prendre le dessus physiquement. Non, franchement, c'est une belle performance de sa part. Et puis même dans sa globalité, c'est un match très sympathique à suivre. J'ai 2-3 prises qui me reviennent en tête. Évidemment, la prise classique où Bayley veut porter une superplex sur Candice LeRae dans le coin du ring, B-Fab veut porter une powerbomb sur Bayley, et finalement Candice LeRae au dernier moment arrive à switcher et à retomber en crossbody sur Bayley. Ça c'est très fort, très propre techniquement, et l'enchaînement de fin de match, parce qu'à la fin du combat, honnêtement, il peut tout se passer.
On a des tombées et des finishes dans tous les sens, on ne sait pas qui va l'emporter. On se dit que Candice LeRae va réussir à voler cette victoire. Eh bien non, c'est Bayley qui va porter un tombé rapide sur Bifab. D'ailleurs, on protège Bifab, c'est pas un finish ou quoi que ce soit, mais c'est un tombé rapide. Elle se fait juste surprendre et c'est donc Bayley qui avancera au prochain tour. Si je dis pas n'importe quoi, on est en demi-finale, donc il y aura encore bien d'autres matchs dans cette division féminine pour déterminer qui avancera au prochain tour. Mais ce premier match était vraiment très cool. Le champion des États-Unis LA Knight est sur le ring. Tout le monde a les yeux rivés sur son titre. Il évoque Sami Zayn qui lui a proposé de se joindre à son équipe pour les Wargames, mais ce n'est pas son combat. Ce combat, c'est le championnat des États-Unis et il n'est pas du genre à le défendre 2 fois par an comme un certain Logan Paul. Il va lancer un Open Challenge et c'est Legado del Fantasma qui vont y répondre. Santos Escobar voudrait que LA Knight dise enfin quelque chose d'intéressant comme par exemple Escobar. Si Santos Escobar veut ramener le titre de champion des États-Unis à la Legado del Fantasma, mais LA Knight va le couper. Il l'a déjà battu, contrairement à Berto, qui le regarde avec insistance depuis le début. Il dit à Berto qu'il pourrait alors lui donner une bonne raclée, comme s'il était son père. Mais attention, la seule personne qui peut l'appeler Daddy, c'est la fille, juste ici, dit-il, en montrant Elektra Lopez. Berto va ensuite attaquer LA Knight et le combat va commencer. On va donc avoir un combat de 4-5 minutes entre les deux, c'était correct mais sans plus, j'en attendais un tout petit peu plus. Moi Berto c'est un catcheur que j'aime bien, en tout cas que j'aimais bien lorsqu'il était en solo, je trouve qu'il faisait de bonnes performances, ça reste un bon catcheur. Là il n'a pas le temps d'en montrer grand chose, c'est pour ça que je dis que c'est correct mais sans plus, c'est que ça ne va pas trop loin dans ce combat. LA Knight va conserver son titre, mais c'est l'après-match qui est encore plus intéressant avec un Shinsuke Nakamura qui va faire son retour et qui va s'en prendre à LA Knight. Nakamura, ça fait des mois et des mois qu'on ne l'avait pas vu. Un Nakamura qui a de la peinture faciale. Alors est-ce qu'on va avoir un nouveau Nakamura? On va avoir un Nakamura différent. Affaire à suivre. Le seul problème avec Nakamura, c'est qu'il peut être intéressant en termes de personnage. Le problème, c'est sur le ring. Sur le ring, moi, ça fait un petit moment que Nakamura ne m'intéresse plus trop, ne me hype plus trop. Alors est-ce que ces mois d'absence l'ont aidé? Est-ce que ça l'a régénéré? Je ne sais pas, on va attendre de voir. Alors qu'on était en coulisses avec Roman Reigns, Sami Zayn, Jey Uso et Jimmy Uso et que Sami Zayn disait à Roman Reigns qu'il ne trouvait pas un 5e membre à cette Bloodline, c'est la Bloodline de Solo Sikoa qui va faire son entrée sur le ring. Il va demander à Milwaukee de le reconnaître, mais Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso et Sami Zayn vont venir sur le ring et une bagarre va éclater entre ces deux équipes. Dans un premier temps, le clan de Roman Reigns va réussir à prendre le dessus, mais ça ne va pas durer bien longtemps parce qu'un certain Bronson Reed va faire son apparition et va donner l'avantage à la Bloodline 2.0. À 5 contre 4, la Bloodline 2.0 va passer à tabac la OG Bloodline avec un Jey Uso qui va demander à Roman Reigns de passer un appel, mais on ne sait pas de qui il parlait. Allez, on va encore être les grilles de service. Non, en vrai je dis ça, mais vous êtes de plus en plus nombreux à trouver qu'il y a quelques problèmes d'incohérence dans cette histoire autour de la Bloodline et je suis content que vous vous en rendiez compte. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, pourquoi Bronson Reed décide de rejoindre la Bloodline 2.0? Simplement, pourquoi? On sait qu'il est en histoire avec Seth Rollins, qu'il est reparti en guerre contre Rollins. Pourquoi aujourd'hui il accepte de rejoindre cette Bloodline? Qu'est-ce qu'il a à gagner aujourd'hui à rejoindre cette Bloodline? Moi, c'est la question que je me pose. La seule raison, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de cohérence et qu'on veut simplement faire une chose, Bronson Reed d'un côté, et attention, possible spoiler, même si je pense que vous l'avez tous compris, de l'autre côté, Seth Rollins. Ça paraît évident maintenant, sans avoir vu de spoiler pour le prochain Raw ou quoi que ce soit, si tu mets Bronson Reed d'un côté, avec un Jey Uso qui dit à Roman Reigns de faire cet appel-là, eh bien évidemment, je pense qu'on parle de Seth Rollins de l'autre côté. Sans être un génie, je fais facilement le lien. Et on aura bien sûr le temps d'en reparler à Raw si ça se concrétise, Seth Rollins du côté de la Bloodline, du fait que c'est totalement incohérent, du fait que je n'aime pas du tout ça, mais déjà du côté de la Bloodline 2.0, voir un Bronson Reed, ça me fait bizarre. Alors le moment est très cool parce que les tsunamis sur Roman Reigns, ils sont géniaux, l'ambiance est complètement dingue, c'est très explosif, donc oui, l'ambiance et le moment présent est cool. Mais si on sort un peu de tout ça, si on prend un peu de recul, est-ce que tout ça fait sens? Eh bien, pas vraiment.
Les Motor City Machine Guns font face aux Street Profits avec évidemment les titres de champion par équipe en jeu. Un match qui va malheureusement pas durer hyper longtemps et on le sent un peu venir parce que le match a un très gros rythme. Directement, on est sur de très grosses bases et je me dis que ce match ne va pas durer très longtemps. Alors ça reste cool et les Machine Guns arrivent facilement à avoir l'appui, le soutien du public. Et oui, t'as pas forcément besoin d'être le plus charismatique ou forcément d'être le meilleur en promo si t'es une bonne équipe, que tu catches très bien, tu arrives à emporter ce public-là simplement avec ton catch, moi je trouve ça très fort et c'est ce qu'ils arrivent à faire depuis quelques semaines. Le public les soutient et de ce qu'on voit sur les 4-5 minutes de combat, c'est plutôt pas mal, mais comme je le disais, ça ne va pas aller très loin parce que Tommaso Ciampa va s'en prendre au Street Profit, disqualification. Gargano va lui venir sur le ring pour empêcher Ciampa d'aller plus loin, mais Ciampa va le poussé au sol à son tour. On avait vu des tensions les dernières semaines avec un Ciampa qui voulait plus, qui ne se contentait pas de cette place-là, qui n'était pas heureux de voir les Motor City Machine Guns à cette position-là. Et de l'autre côté, on a Angelo Dawkins, frustré, qui va porter une droite à Alex Shelley. Décidément, dans cette division par équipe, on a des tension de tous les côtés, même dans les équipes. Alors Ciampa Gargano, est-ce que ça va mener à une totale fracture? Est-ce que les deux vont vraiment se séparer? Affaire à suivre, mais forcément ça m'intrigue beaucoup. Et dans le main event, Nia Jax défend son titre de championne féminine face à Naomi, un match d'un peu moins de 10 minutes, et qu'est-ce que c'était bon. Alors sur le papier, je me demandais pourquoi c'était en main event, pas que ça me gêne, mais disons qu'un match féminin Naomi-Nia Jax pour le titre, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit en main event, mais ça a été annoncé quelques heures avant le show, et puis si tu y réfléchis quelques secondes, avec Tiffany Stratton qui est présente, avec possiblement une Naomi qui prend ce titre, ouais, t'as un certain suspense autour de ce match. Et le match, techniquement, déjà, il est bon. Je prends beaucoup de plaisir à voir ce combat. Je trouve que Nia Jax fait très bien le boulot, mais surtout, Naomi, je la trouve excellente lors de ce match. C'est elle qui va avoir le soutien du public, c'est elle la babyface du combat. Et justement, le public ne la laisse pas de côté. Le public va réellement la soutenir. Le public va être réellement derrière elle tout au long du match et va y croire. Et je ne sais pas si vous y avez cru, mais moi de mon côté, j'avoue que j'y ai cru quelques secondes. Lorsqu'il y a l'intervention de Tiffany Stratton, lorsque Morgan et Raquel Rodriguez vont s'en prendre à Belair et Jade Cargill en backstage, il y a tout un enchaînement où je me dis que Naomi va l'emporter. Elle porte son finish dans le coin, ce moonsault, et là, honnêtement, j'y crois. Ça ne va pas plus loin. Lorsqu'elle arrive à contrer cet enfourchement du haut de la troisième corde de Nia Jax, on y croit aussi, même si je n'ai rien compris à cette prise. Bref, le suspense est présent et c'est très agréable. Mais on va avoir une intervention de Candice LeRae qui va être attaquée par Bayley, et puis Nia Jax va faire la différence sur le ring et remporter ce match et conserver son titre. Évidemment, on joue autour des Wargames. Encore une fois, on a toute l'équipe des Heels qui est composée, les fêtes maintenant. Nia Jax, Morgan, Raquel Rodriguez, Candice LeRae et Tiffany Stratton. Et de l'autre côté des Babyface, on en saura un peu plus avec Raw. Le show va se terminer avec Roman Reigns qui passe un appel et il appelle le Wiseman Paul Heyman, sauf que lorsqu'il appelle, on va entendre que ce numéro n'est plus attribué. On a l'impression que c'était la dernière chance pour Roman Reigns d'appeler le Wiseman pour avoir ses conseils, pour savoir que faire, qui choisir. Et là, il n'a plus trop le choix. Et encore une fois, on verra bien ce qu'il va se passer du côté de Raw parce qu'on aura d'autres réponses. Bilan de ce SmackDown, de mon côté, on va être sur un 8/10. Évidemment, je mets un peu de côté l'histoire de la Bloodline parce que je ne vais pas répéter à quel point ça ne m'intéresse plus. Si je mets ça de côté, je trouve que le show était plutôt très bon. Pour une fois, ce sont les femmes qui ont volé la vedette. Pas que ce soit de leur faute d'habitude, mais elles ont très peu de temps d'antenne du côté de SmackDown. Là, le match à 3 féminin était vraiment bon. Le main event était excellent avec un vrai suspense. J'ai beaucoup aimé les femmes ce soir du côté de SmackDown. J'ai bien aimé aussi la promo de Cody Rhodes. On a eu aussi une promo de Kevin Owens en voiture qui nous a bien dit que la semaine prochaine il serait présent à SmackDown et ça c'est plutôt cool pour la suite de l'histoire avec Cody Rhodes et Randy Orton. Donc ouais, j'ai passé un très bon moment et ceux qui sont en plus investis dans cette histoire de la Bloodline, je pense que vous avez passé encore un meilleur SmackDown. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut. Nous, on se retrouve aujourd'hui à partir de 15h en live sur ma chaîne Twitch. Ma chaîne Twitch, c'est Total Catch WWE, donc n'hésitez pas à me rejoindre. On parlera de SmackDown et de l'actualité WWE en général. Bref, je vous dis à cet après-midi. Salut